Alors maintenant, on va parler du théorème du rang. Alors le théorème du rang, c'est le théorème majeur de l'algèbre linéaire. On va pas le démontrer ici, on pourra le faire dans un exercice. On va l'expliquer, on va bien dire dans quel piège il ne faut surtout pas tomber, et on va voir surtout pourquoi est-ce qu'il est très utile. Alors pour le théorème du rang, on a besoin de trois choses, d'un espace vectoriel E de dimension finie, d'un espace vectoriel F qui n'est pas forcément de dimension finie, très important, et une application linéaire F de E dans F. Donc voilà, avec des sacs à patates, ça ressemble à ça, mais là ce qui est fondamental, c'est que l'espace vectoriel E de départ est nécessairement de dimension finie, alors que F, on s'en contrefiche. Il peut être de dimension finie ou pas, peu importe. Parce qu'en fait, F, c'est-à-dire l'espace vectoriel d'arrivée, n'intervient absolument pas dans le théorème du rang. Mais le truc, c'est que bien sûr, vous l'avez entendu, dans le théorème du rang, il y a le mot rang. Or, le rang d'une application linéaire, qu'est-ce que c'est? Déjà, ça se note comme ça, c'est RG de F, le rang de F. Et bien, par définition, c'est la dimension de im de F. Et im de F, qu'est-ce que c'est? C'est le sous-espace vectoriel de F, im de F, il est bien dans F, dans lequel petit f atterrit, entre guillemets. C'est-à-dire que im de f, on le sait très bien d'après le cours, hein, c'est bien dans f, hein, c'est bien dans l'espace vectoriel d'arrivée. Et dans im de f, qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve plein de petits vecteurs, comme ceci, voilà, et ce sont tous les vecteurs de grand F qui admettent au moins un antécédent par f dans E. Parce que le truc, bien évidemment, c'est que peut-être que dans grand F, il y a des vecteurs qui n'admettent pas d'antécédent par f dans E. Vous voyez tous ces pauvres petits vecteurs en noir là, qui sont bien dans f, dans l'espace vectoriel d'arrivée, mais qui ne sont pas dans im de f. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Mais ça veut dire qu'ils ne sont pas atteints par f. C'est-à-dire que si jamais vous partez de n'importe quel vecteur de E et que vous lui appliquez f, vous atterrirez obligatoirement dans im de f. Là, si vous voulez, c'est votre gare ou votre aéroport d'arrivée. Vous allez atterrir là-dessus, mais vous n'atterrirez jamais là sur l'un des vecteurs représentés en noir. En tout cas, le théorème du rang a à voir avec le rang et donc avec la dimension de cet espace vectoriel. Et le truc, c'est que le frère jumeau entre guillemets de im de f, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est ker de f, le noyau de f, et ça on s'en souvient, qu'est-ce que c'est? C'est l'ensemble des vecteurs de départ tels que lorsqu'on leur applique f, ça nous rebalance sur le vecteur nul de grand F. Et peut y en avoir plein des vecteurs là-dedans comme on l'a vu dans les vidéos précédentes. Et chose très importante, ker de f et im de f, ce sont tous les deux des sous-espaces vectoriels. Ker de f, c'est un sous-espace vectoriel de E, im de f, c'est un sous-espace vectoriel de grand F. Et donc, qui dit sous-espace vectoriel dit espace vectoriel nécessairement, ce sont des espaces vectoriels, mais dit aussi nécessairement dimension. C'est ça qui va nous intéresser, puisque nous, on s'intéresse au rang de f, la dimension de celui-là. Et bien, le théorème du rang, justement, nous permet d'établir un lien entre la dimension de im de f, la dimension du noyau de f et la dimension de l'espace vectoriel de départ. Certainement pas la dimension de l'espace vectoriel d'arrivée, parce que, encore une fois, on se fiche complètement éperdument de savoir si f est ou n'est pas de dimension finie ou infinie. Il n'intervient pas, grand F, dans le théorème du rang. L'espace vectoriel d'arrivée, vous l'oubliez. Parce que ça, vraiment, c'est une source de confusion terrible chez les étudiants, à s'imaginer systématiquement que l'espace vectoriel d'arrivée va jouer un rôle, alors que pas du tout. À vrai dire, la confusion vient sans doute du fait que dans les exercices, on étudie très souvent des endomorphismes, et que avec les endomorphismes, l'espace vectoriel de départ et celui d'arrivée sont égaux. Et donc à force, on confond, si jamais ici et là, on a deux fois E, on a vite fait de s'en mêler les pinceaux en fait. Mais vous allez voir que dans beaucoup d'exercices qui ne font pas intervenir d'endomorphisme, justement, ce sera fondamental de bien se rappeler que c'est bien de l'espace vectoriel de départ dont il s'agit. Alors le théorème du rang, qu'est-ce qu'il nous dit? Eh bien, il nous dit ceci: la dimension de l'espace vectoriel de départ est égale à la dimension du noyau de f plus la dimension de l'image de f. Et ça, qu'est-ce que c'est? C'est justement le rang de f. Ça, c'est très important. Le rang de f, c'est la dimension de im de f. Alors on peut le réécrire comme ça. Et ça, c'est super utile justement pour pouvoir déterminer le rang de f. Et parce que le plus souvent dans les exercices, c'est très facile de déterminer la dimension de l'espace vectoriel de départ. Et puis ça arrive que ce soit aussi très facile de déterminer la dimension du noyau de votre application linéaire. En revanche, parfois, c'est pas si évident que ça de déterminer le rang de f, c'est-à-dire la dimension de im de f. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire à ce moment-là? Eh bien, au lieu d'aller chercher im de f, puis ensuite éventuellement sa dimension, on va ruser et on va dire, mais attends, le théorème du rang, il nous établit le lien qui est ici. Donc ça veut dire que le rang de f, c'est la dimension de E moins la dimension de ker de f. On fait passer ce truc-là de l'autre côté et on arrive là-dessus. Le rang de f, c'est la dimension de E moins la dimension du noyau. Et comme le plus souvent, comme on l'a dit, ça et ça, c'est facile à déterminer, et on n'aura aucun problème à déterminer le rang de f, c'est-à-dire la dimension de im de f. Mais ça peut être aussi très pratique pour déterminer la dimension du noyau de f, parce que quelquefois, ça arrive que ce soit pas du tout évident de déterminer la dimension du noyau, mais qu'en revanche, ce soit beaucoup plus simple de déterminer le rang de f. Et dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait? On part de l'égalité qui est ici, et on fait passer le rang de f de l'autre côté. Et donc, on utilisera cette égalité. La dimension du noyau de f, c'est égal à la dimension de
espace vectoriel de départ, encore une fois très important, moins le rang de f. Si jamais ce sont ces deux dimensions qui sont faciles à déterminer, et bien la dimension du noyau, c'est dans la poche. Donc voilà, dans les exercices, ce sont ces deux égalités qu'on va le plus souvent utiliser. Alors avant de donner des exemples, je voudrais qu'on s'attarde un petit peu sur ce dessin pour illustrer visuellement ce qui se passe. Même si ce dessin n'a aucune valeur mathématique, hein. Encore une fois, des sacs à patates, là, c'est pas du tout des espaces vectoriels, hein, mais c'est juste pour l'avoir visuellement en tête. Voilà, je l'ai refait au propre. E et F sont des espaces vectoriels, F est une application linéaire de E dans F, et on a décidé arbitrairement que la dimension de E est égale à 6. C'est-à-dire que E est bien de dimension finie. Bah, imaginons par exemple que la dimension du noyau de F soit égale à 0, bah, comme ceci, et bah, d'après le théorème du rang, ça voudra obligatoirement dire que la dimension de l'image de F, c'est-à-dire le rang de F, bah, est égal à 6. Puisque le rang de F, encore une fois, c'était l'égalité qui était juste ici, c'est la dimension de E moins la dimension du noyau. Voilà, obligatoirement, d'après le théorème du rang. Mais ça, comment est-ce qu'on peut le représenter, entre guillemets, visuellement, là, avec nos sacs à patates? Et bien, si jamais la dimension de ker de F est égale à 0, ça veut dire que le noyau de F, donc ker de F, est réduit au vecteur nul. Bah, nécessairement, si la dimension de ker de F est égale à 0, c'est-à-dire que dans ker de F, vous n'avez que le vecteur nul. Attention, ça ne veut certainement pas dire qu'il est vide. Pourquoi? Parce que ker de F, c'est un sous-espace vectoriel de E, donc on sait au minimum qu'il a le vecteur nul à l'intérieur. Comme tous les espaces vectoriels, il y a le vecteur nul à l'intérieur. Donc là, on sait qu'au minimum, il y a le vecteur nul dedans. Bah là, c'est bon, il n'y a que ça à l'intérieur, ok. Mais donc vous voyez, ker de F, il est tout petit, tout petit. Alors que im de F, lui, fait très très gros. Voilà, im de F est de dimension 6, il prend beaucoup de place, alors que ker de F à côté, il est tout petit petit. Mais imaginons maintenant que la dimension de ker de F soit égale à 3. Bah, qu'est-ce qui va se passer? Bah, la dimension de im de F sera aussi égale à 3, puisque 3 plus 3, ça fait 6. Voilà, mais là, au niveau du dessin, qu'est-ce qui va se passer? Bah, en fait, ker de F va gonfler, si vous voulez, alors que im de F va se réduire. Voilà, le noyau a gonflé, alors que im de F a rapetissé, si vous voulez. Et si jamais on continue et que la dimension de ker de F est égale à 6, alors la dimension de im de F, c'est-à-dire le rang de F, sera égal à 0. Et donc ker de F, qu'est-ce qui va se passer? Il va prendre tout l'espace de E, alors que im de F, lui, bah, il n'y aura que le vecteur nul à l'intérieur. Donc voilà ce qui va se passer. Et donc ce qu'on comprend, c'est que le théorème du rang, en fait, c'est un équilibre. C'est un équilibre des dimensions entre celle de ker de F et celle de im de F. Lorsque vous les ajoutez, vous avez systématiquement le même nombre, c'est-à-dire la dimension de votre espace vectoriel de départ. Donc si jamais vous avez l'une des dimensions qui est très très grande, et bien nécessairement, la dimension de l'autre, de son frère jumeau si vous voulez, sera très petite. C'est une histoire d'équilibre, le théorème du rang. Au passage, remarquez aussi quelque chose de très intéressant, c'est que si jamais la dimension du noyau de F est égale à 6, alors il y a égalité entre ker de F et E. Logique, puisque ker de F est inclus dans E. Voilà, ça on le sait, c'est un sous-espace vectoriel de E. Et il y a égalité des dimensions. Si jamais vous avez une inclusion d'un espace vectoriel dans un autre et une égalité entre les dimensions de ces espaces vectoriels, ça veut dire qu'ils sont égaux. Donc là, vous êtes sûr et certain, si jamais la dimension de ker de F est égale à la dimension de E, il y a égalité entre ker de F et E. Et ça, qu'est-ce que ça veut dire que ker de F est égal à E? Mais ça veut dire que peu importe le vecteur que vous prenez dans E, dès que vous lui appliquez F, ça vous rebalance le vecteur nul. Et c'est exactement ce qu'on a sur le dessin, im de F est réduit au vecteur nul. C'est totalement logique, puisque peu importe le vecteur que vous prenez là dans E, comme c'est aussi un vecteur de ker de F, bah c'est-à-dire que lorsque vous lui appliquez F, ça vous rebalance exclusivement sur le vecteur nul. Et donc dans ce cas-là, qu'est-ce que ça veut dire? Bah, ça veut dire tout simplement que F, c'est l'endomorphisme nul. Voilà, c'est ça ce que ça veut dire. C'est totalement logique, puisque peu importe le vecteur que vous prenez dans E, vous lui appliquez F, ça vous rebalance le vecteur nul. Donc c'est l'endomorphisme nul de E dans F. Donc voilà, ça c'est un résultat très intéressant, hein. Si jamais la dimension de im de F, c'est-à-dire le rang de F est égal à 0, ça veut dire que la dimension de ker de F est égale à la dimension de E par théorème du rang, qui a égalité du coup entre ker de F et E, et donc nécessairement bah, F c'est l'endomorphisme nul. Ça c'est un résultat assez classique. Remarquez une deuxième chose cette fois-ci quant à im de F. Vous vous souvenez au début, c'est à im de F qu'on avait fait prendre une dimension de 6, et donc il était assez grand dans F. Mais il ne recouvrait pas tout grand F. Et ça pourquoi? Mais tout simplement parce que grand F qui est ici est un espace vectoriel qui n'est pas forcément de dimension finie. Donc ça peut très bien arriver que im de F soit à son maximum, c'est-à-dire tout à l'heure on avait 6, mais qu'il ne remplisse pas tout F. Parce qu'en fait ça se trouve que la dimension de grand F est beaucoup plus grande que la dimension de im de F. Parce que oui, au passage, im de F et ker de F sont obligatoirement des sous-espaces vectoriels de dimension finie. C'est obligatoire ça. Donc voilà, retenez bien cette histoire d'équilibre si vous voulez. Et surtout n'oubliez pas que c'est la dimension de l'espace vectoriel de départ qui fait la loi. Celui d'arrivée, on s'en contrefiche. Et je vais tout de suite vous donner un exemple pour vous montrer à quel point c'est important de parler systématiquement de l'espace vectoriel de départ. Et cet exemple, c'est celui de l'application trace. Alors écrit comme ça a l'air d'être un petit peu compliqué. En fait,
fait, c'est extrêmement simple, hein. L'application trace notée TR, elle part de Mn de R et elle arrive dans R. Et à toute matrice, là, A, qu'on a noté AIJ, ça c'est les coefficients de 1, hein, tout simplement, bah, ça associe la somme des AII pour réel en de 1 à n, c'est-à-dire en fait la somme des coefficients diagonaux de A. Par exemple, on peut très bien faire la trace de cette matrice. Bon, ici on est en dimension 3, 3, donc on a pris petit n est égal à 3, ok. Et ça a tout à fait un sens de faire ça parce que la trace, c'est une application qui part de Mn de R. C'est-à-dire que l'espace vectoriel de départ, c'est Mn de R. Donc c'est-à-dire que les vecteurs qu'on va mettre dans l'application trace, bah, ce seront des matrices. La matrice qui est ici, c'est un vecteur de Mn de R, par définition. Et donc on applique l'application trace sur ce vecteur. Et donc qu'est-ce que ça fait? Bah, ça fait tout simplement la somme des coefficients diagonaux de cette matrice. Ici, les coefficients diagonaux, c'est 2, 8 et 7. Et donc ça fait simplement 17. 2 plus 8, ça fait 10, plus 7, ça fait 17. Donc, vous voyez, c'est pas bien compliqué. La trace d'une matrice, c'est simplement la somme de ses coefficients diagonaux. Et là, au passage, on a l'illustration parfaite que l'espace vectoriel d'arrivée, c'est bien R. Logique, on fait la somme de nombres réels, on va nécessairement tomber sur un nombre réel. 17, c'est bien un nombre réel, pas de problème. Donc là, si jamais on représente tout ça sous la forme de sac à patates, ben on arrive sur ce petit schéma. Là, on a l'espace vectoriel de départ avec toutes les matrices de Mn de R, l'application trace qui part de Mn de R et qui, à toute matrice de Mn de R, bah, associe un nombre réel. Juste avant, on avait une matrice, on a appliqué l'application trace et ça nous a rebalancé 17 qui est bien dans R, pas de problème. Alors là, le truc, c'est que Mn de R et R sont tous les deux de dimension finie, ok. Bon, le fait que R soit de dimension finie, on s'en fiche un petit peu, mais en revanche, ce qui est super important de bien noter, c'est que ces deux espaces vectoriels ne sont pas de même dimension. La dimension de Mn de R, qu'est-ce que c'est? C'est n au carré. C'est le nombre de lignes fois le nombre de colonnes que vous avez dans n'importe laquelle de vos matrices. Voilà, la dimension de Mn de R, c'est n au carré, mais la dimension de R, c'est 1. Ouais, ça c'est super important parce que R, en fait, qu'est-ce que c'est? C'est simplement la droite des réels. Vous avez tous les nombres réels qui sont rangés dessus, et pour générer cette droite, il vous suffit d'un seul vecteur non nul, et donc bah, c'est bon, il n'y a qu'un seul vecteur dans n'importe laquelle des bases de R, donc la dimension de R est bien égale à 1, c'est une droite, pas de problème. En tout cas, il n'y a pas égalité entre n au carré et 1. Et là, on pourrait tout à fait se dire, tiens, j'aimerais bien appliquer le théorème du rang à l'application trace. Qu'est-ce que ça va donner? Bah, d'après le cours, on a cette égalité, la dimension de l'espace vectoriel de départ, Mn de R, c'est la dimension du noyau de la trace plus le rang de la trace. Or ça fait n au carré comme on l'a dit. Voilà, et donc on atterrit sur cette égalité sur laquelle on ne serait pas arrivé si on avait confondu justement espace vectoriel et d'arrivée, et si ici on avait mis un 1, parce que ça arrive très fréquemment que des étudiants confondent espace vectoriel d'arrivée et de départ avec le théorème du rang, et ici écrivent 1 au lieu de n au carré. Non, 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 c'est bien l'espace vectoriel de départ dont il s'agit. Au passage, ça c'est un exercice classique de chez Classique, mais ça on le verra dans les exercices. En tout cas, c'est une illustration bien éloquente du fait qu'avec le théorème du rang, il ne faut surtout pas confondre l'espace vectoriel de départ et d'arrivée. Voilà, on aura de cesse de le marteler. Alors maintenant, dernière petite propriété et conséquence du théorème du rang lorsqu'il s'agit d'endomorphisme. Ça va faire référence, comme vous allez le voir, à la vidéo précédente sur les espaces vectoriels isomorphes. Donc là, on est avec un espace vectoriel E de dimension finie et on prend F un endomorphisme de E. Ça, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que F part de E et atterrit dans E. Voilà, F est une application linéaire de E dans E, pas de problème. Mais comme on l'a dit à la vidéo précédente, E et E, comme ils sont égaux, ils ont la même dimension. Donc si jamais ils ont la même dimension, c'est-à-dire qu'ils sont isomorphes, et donc ça veut dire que bijectivité, surjectivité et injectivité, c'est équivalent pour F. Voilà, nous on sait maintenant que lorsqu'il y a égalité des dimensions entre l'espace vectoriel de départ et d'arrivée, alors on a ces équivalences. F injective est équivalent à F surjective est équivalent à F bijective. Et avec un endomorphisme en particulier, bah, ça fonctionne tout à fait. Hein. Or, comme on l'a dit, ça arrive très souvent qu'un exercice nous dise « Ah mais tiens, montrer que cet endomorphisme est bijectif ». Et donc nous, ce qu'on avait dit, c'est que la plupart du temps, c'est beaucoup plus facile de montrer que F est injective. Or ça, on le sait, ça veut dire que le noyau de F est réduit au vecteur nul. Mais si le noyau de F est réduit au vecteur nul, ça veut dire que sa dimension est égale à 0. Et oui, nécessairement, il y a équivalence entre ces deux trucs. Mais là, on peut appliquer le théorème du rang parce que le fait que la dimension du noyau de F soit égale à 0, mais ça veut dire que le rang de F est égal à la dimension de E. On peut dire que c'est dimension n par exemple, voilà comme ça, et donc là, ça veut bien dire, d'après le théorème du rang, que le rang de F est égal à n, la dimension de E. Voilà, si jamais le rang de F est égal à n, c'est équivalent à dire que le noyau de F est réduit au vecteur nul, c'est équivalent à dire que F est injective, et donc c'est équivalent à dire que F est bijective. Et tous ces trucs-là sont totalement équivalents. Et donc si jamais on vous pose une question sur la bijectivité de F, eh ben vous pouvez aborder le problème de plusieurs façons. Soit vous allez montrer que le noyau est réduit au vecteur nul, ou alors que sa dimension est égale à 0, c'est du pareil au même, ou alors vous allez regarder du côté du rang de F, et vous allez dire
dire, ah bah tiens, le rang de f est égal à n, du coup c'est bon, il n'y a pas de problème, ça veut dire que f est bien bijective. Et si jamais vous êtes face à un endomorphisme, ça veut dire que c'est un automorphisme, puisque, on s'en souvient, un endomorphisme bijectif, c'est un automorphisme. C'est à peu près tout ce qu'il faut que vous sachiez pour l'instant sur le théorème du rang. Voilà.